Nous sommes à Gerberoy, un petit village de l'Oise niché à la lisière de la Normandie. Aujourd'hui paisible, ce lieu fut le théâtre de l'un des plus grands coups d'éclat français de la guerre de 100 ans. Ici, l'histoire s'apprête à basculer et peu de personnes connaissent cette bataille que je vais vous raconter ici. D'un côté, deux figures légendaires de l'armée de Charles VII, Lahir et Xaintrailles. Leur mission, fortifier cette place coûte que coûte. De l'autre, le redoutable comte d'Arondel. Lancé dans une série de victoires fulgurantes, le chef anglais ne compte pas s'arrêter là. Pour lui, Gerberoy est une cible prioritaire, un verrou stratégique qu'il doit impérativement faire sauter pour sécuriser la frontière normande. Et nous verrons également cette histoire d'espionnage assez rocambolesque avec une vieille dame qui va espionner les troupes anglaises. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette fois-ci chapitrée pour les plus pressés, et comme d'habitude, on se rend sur place sur les lieux de la bataille. Le contexte de la bataille de Gerberoy s'inscrit dans une période charnière de la guerre de 100 ans, au printemps 1435. Bien que les Anglais contrôlent la majeure partie du nord de la France, y compris la Normandie et la Picardie, avec cependant de nombreuses zones sans domination réelle et stable, et malgré l'exécution de Jeanne d'Arc en 1431, leur emprise s'effrite. La situation s'est en effet renversée en faveur des Français, qui reprennent progressivement confiance et reconquièrent ou conservent plusieurs places fortes importantes au nord de Paris. Au cours de l'année 1434, telles que Soissons, Compiègne, Senlis et Beauvais sont soit conservées, soit reprises. Et la petite cité de Gerberoy occupe une position géographique cruciale. Faut noter que Saint-Clair-sur-Epte, où fut créée la Normandie, ainsi que Châteauneuf-sur-Epte, châteaux frontières, sont à moins de 50 km de Gerberoy. Située donc à la frontière, elle constitue un poste avancé idéal pour défendre les environs de Beauvais, fraîchement reconquis par la France. Tout en menaçant directement la Normandie, sous domination anglaise, en permettant de créer une tête de pont pour une éventuelle reconquête. L'histoire récente de la ville est mouvementée. Les Français l'avaient déjà reprise en 1432, avec Pothon de Xaintrailles, le comte de Clermont et le maréchal de Boussac. Ça tient toujours. Mais manquant de moyens pour y soutenir un siège, ils avaient préféré l'abandonner après avoir méthodiquement détruit ses remparts pour empêcher les Anglais de s'y installer pour défendre la Normandie et le Beauvaisis. En 1435, voyant la situation plus favorable aux troupes françaises dans la région, Charles VII adopte une stratégie plus audacieuse et décide de réoccuper Gerberoy pour en restaurer les fortifications. J'ai une mission pour Lahir qui va le convenir parfaitement. Naturellement, il confie cette mission à deux illustres capitaines, Lahir et Jean Pothon de Xaintrailles, dont ce dernier, comme je le disais, avait déjà repris la ville en 1432 avant de devoir la quitter, et je vous invite à voir les deux vidéos sur chaque capitaine, Lahir et Jean Pothon de Xaintrailles. Ces deux capitaines ne sont pas choisis par hasard, ils sont spécialisés dans des actions coup de poing, d'infiltration dans les territoires ennemis, un peu les ancêtres des commandos actuels. Ces derniers arrivent donc discrètement en pleine nuit, tels des commandos infiltrés, avec un contingent d'hommes estimé entre 600 et 1800 hommes. Comme d'habitude, les chiffres sont à prendre avec beaucoup de précautions, comme on va le voir un peu plus tard. Et rapidement, ils se mettent à rebâtir les murs en toute hâte. Mais au même moment, le redoutable chef de guerre anglais
John Fitz-Alan, comte d'Arundel, se trouve dans la région avec un corps de troupes et du matériel de siège, initialement en route pour reprendre la ville de Rue en baie de Somme. Alors qu'il est à Gournay, à environ 12 km de là, soit environ 2-3 heures de marche, il apprend la présence des Français à Gerberoy. Il apprend également qu'ils restaurent les remparts de la cité. Il réalise rapidement le danger immédiat que cela représente pour la Normandie et en fait sa cible prioritaire. Sur ce point, on n'est pas tout à fait certain qu'il soit au courant que les Français sont déjà présents en grand nombre et n'a peut-être pas la connaissance également qui sont les capitaines sur place, car il connaît très bien la lyre Xaintrailles. Cela aura en tout cas de graves conséquences pour la suite. Et donc, voulant déloger les Français avant qu'ils n'aient pu terminer leur défense, Arundel modifie ses plans et marche sur Gerberoy dans la nuit du 8 au 9 mai 1435. Et pensant que les Français s'enfermeraient dans la cité avec leurs truelles à son approche, il s'avance manifestement de manière très imprudente, sous-estimant la détermination et les capacités offensives de la garnison commandée par la lyre Xaintrailles. Et c'est donc ces conjonctions d'événements, la tentative française de créer une tête de pont fortifiée face à la Normandie et la volonté anglaise de l'étouffer dans l'œuf, qui provoquent l'affrontement inévitable du 9 mai 1435. Mais avant de commencer le déroulement de la bataille, il est important de connaître un peu mieux Arundel. Arundel est un peu un capitaine aujourd'hui oublié. John Fitz-Alan, 7e comte d'Arundel, est né en 1408, surnommé l'Achille anglais en raison de ses succès militaires et aussi de la blessure mortelle qui causa sa perte. Ce colosse, mesurant plus d'1,90 m, fut l'un des commandants les plus redoutés par les Français dans les années 1430. Né à Lichit, bas Travers, dans le Dorset, il est le fils de John Fitz-Alan, 3e baron de Maltravers, et d'Éléonore de Berkeley. Bien que sa famille revendique le titre de comte d'Arundel depuis 1415, ce n'est qu'en 1433 que le Parlement anglais lui confirme officiellement ce titre. Et ce titre est en grande partie confirmé pour récompenser ses brillants services militaires en France. Il est fait chevalier en 1426 aux côtés du jeune roi Henri VI et il épouse en 1429 Maud Liouville, avec qui il a un fils, Humphrey, né la même année. La carrière militaire d'Arundel sur le continent prend son essor au début des années 1430. En 1431, après avoir participé au tournoi célébrant le sacre d'Henri VI à Paris, il s'illustre en tendant une embuscade aux troupes françaises. Et notamment, il capture le célèbre capitaine Pothon de Xaintrailles, faisant partie de la garnison de Beauvais près de Gournay. Et en 1431, il fait partie de la garnison du château de Rouen, chargé de surveiller Jeanne d'Arc, capturée par les troupes anglo-bourguignonnes, dont Arundel en faisait partie. Il avait d'ailleurs participé au siège de Compiègne, voyant ses troupes, en tout cas les troupes anglo-bourguignonnes, capturer Jeanne d'Arc. Et son audace, son sang-froid, sont mis en évidence en février 1432 lors d'un épisode rocambolesque. Surpris dans son sommeil par une attaque du capitaine français Ricardville qui s'introduit dans le château de Rouen, Arundel parvient à s'échapper en descendant dans les douves grâce à une corbeille ou un panier attaché à une corde. Et une fois en sécurité, il rallie les bourgeois de la ville et mène le siège qui force les Français à la reddition. Il exécute le capitaine français et ses hommes en les décapitant sur la place du Vieux Marché par le même bourreau que Jeanne d'Arc. Et promu à des postes de grande responsabilité par le régent Bedford, il multiplie les commandements régionaux. En 1433, il est nommé lieutenant général de Basse-Normandie. Il mène une campagne méthodique le long de la frontière du Maine, s'emparant de forteresses redoutables comme Saint-Célerin, Sillé-le-Guillaume et Bonmoulin. Ses succès lui valent d'être récompensé par le titre de duc de Touraine, sous domination française en septembre 1434. Une manœuvre politique
destiné à l'inciter à poursuivre la conquête vers le sud. Mais l'image d'Arundel varie radicalement selon le camp de ses biographes. Pour les Anglais et les chroniqueurs pro-bourguignons, il est un jeune homme beau, riche, doté d'un talent précoce pour les armes, admiré pour son professionnalisme et sa rigueur, tel un héros grec. Et l'auteur anonyme de Rouen le dépeint comme un chef respecté par ses hommes, capable de maintenir une discipline stricte. Et du côté des chroniqueurs français, tels que Thomas Bazin et Robert Blondel, ils le décrivent comme l'incarnation de la cruauté et de l'arrogance. Blondel, notamment, l'accuse de crimes atroces et de sacrilèges, notamment lors du siège de Milly en Gâtinais, actuellement Milly-la-Forêt, en 1432, où il aurait fait brûler vifs les habitants réfugiés dans une église. Ces mêmes chroniqueurs lui prêtent des vœux d'une orgueilleuse démesure, comme celui de ne jamais retirer ses bottes, ou même de ne pas s'essuyer le visage, avant d'avoir exterminé jusqu'au dernier les paysans révoltés du pays de Caux. Il est difficile de se prononcer et de faire la part du vrai et du faux, l'époque étant assez troublée et beaucoup de capitaines de part et d'autre avaient parfois les mains tachées de cruauté. Il n'existe aucune guerre propre et les Anglais, pour une partie, n'avaient pas beaucoup de scrupules. Ce qui est certain, c'est qu'en 1435, la carrière d'Arundel est à son apogée. Il prend cité sur cité, redonnant un peu d'espoir au camp anglais, mais son destin va basculer à Gerberoy, comme nous allons le voir. Les Français sont donc arrivés au printemps 1435, a priori juste après la fête de Pâques qui tombe le 17 avril de la même année. Selon Guillaume Gruel, c'est Richemont, qui est peut-être présent un temps, qui organise avec la hire et Xaintrailles le renforcement des défenses de la ville. Selon les sources françaises, on est entre 300 et 1200 hommes, mais la source anglaise, un chroniqueur anonyme, évoque 6000 hommes, rien que ça, soit quasiment la moitié de l'armée royale mobilisable de Charles VII. C'est évidemment très exagéré, mais c'est un outil de communication pour probablement masquer la suite des événements, car concrètement, il n'y a pas plus d'un millier de soldats français selon Jean Chartier, et même seulement 300 selon Thomas Bazin. Ce qui est certain, c'est que ni la hire ni Xaintrailles avaient les moyens d'avoir une armée nombreuse. Leur action coup de poing était souvent réalisée avec quelques dizaines de cavaliers ou centaines d'hommes au maximum, sauf parfois lorsqu'ils sont intégrés dans l'armée royale comme un pâté. Selon Bazin, la hire et Xaintrailles n'avaient que 60 cavaliers et 200 à 300 hommes à pied, ce qui est cohérent avec l'organisation militaire de ces deux capitaines et largement suffisant pour défendre une forteresse. Néanmoins, Enguerrand de Monstrelet, très bien renseigné en général, chroniqueur bourguignon, ne va pas avancer de chiffres, mais évoque de la part des Français une volonté de masquer leur nombre réel avec notamment une répartition des troupes en 3 groupes et en évitant de trop se montrer derrière les remparts. Et ici, on reconnaît très bien la ruse de la hire et Xaintrailles. Ils sont expérimentés et savent parfaitement comment ça fonctionne. Alors que les troupes d'Arundel sont à Mantes-la-Jolie, peut-être à Rouen selon d'autres sources, il reçoit l'ordre de Bedford de prendre la direction de la Somme dans la ville de Rue, ville reprise par les Français. Comme je le disais, alors qu'il passe début mai à Gournay-en-Bray, il apprend que les troupes françaises sont là depuis peu, donc a priori depuis 2 à 3 semaines au maximum, et depuis quelques jours selon certaines sources, en train en tout cas de renforcer la ville de Gerberoy. Et un élément important à connaître, comme Gerberoy fut abandonné pendant des années, d'ailleurs c'est assez étrange, la végétation avait envahi l'ensemble des contours de la forteresse, rendant difficile son accès. Au point que la hire va, semble-t-il, faire éclaircir une partie de la végétation pour créer un chemin caché, ce qui va avoir son importance comme nous allons le voir. À Gournay, Arundel est alors avec des ingénieurs pour construire des armes de siège. Les sources évoquent des armes de siège qui se déplacent avec eux. C'est peu probable,
car très compliqué à déplacer sur des centaines de kilomètres en général, et on construit ses armes de siège en bois sur place d'habitude. Peut-être qu'il prend des bombardes, des veuglères ou des coulevrines, éventuellement par exemple, et quelques armes mobiles diverses. Le fait néanmoins qu'il est avec des ingénieurs d'artillerie démontre qu'il y avait une armée assez importante. Donc conscient du risque, le 8 mai, il décide de foncer sur Gerberoy et de prendre par surprise les troupes françaises. Et selon le chroniqueur Blondel, Arundel aurait déclaré avant de partir qu'il sera facile de prendre la ville car à moitié démolie et que tous les défenseurs devront être torturés et destinés à être pendus. Et Gournay n'est que à 2-3 heures à pied de Gerberoy. Il part donc dans la nuit, probablement au lever du soleil, vers 5 heures, puisqu'il arrive à Gerberoy vers 8 heures du matin. Il arrive avec une avant-garde de quelques centaines d'hommes. Ils sont probablement 300 environ, difficile à dire. Tandis que le reste de la troupe arrive avec des chariots, mais ils sont encore très loin. Les chiffres sur les troupes anglaises ne sont pas connus avec certitude. Monstrelet évoque 800 hommes, ce qui paraît peu en réalité. Jean Pillet, lui, estime que les troupes anglaises étaient au moins 3000 hommes. On peut dire, sans trop de risques, qu'ils sont entre 2000 à 3000 hommes. Rappelons que les troupes anglaises sont majoritairement des archers. Dans le cas présent, ils seraient majoritairement à cheval d'ailleurs, ou presque, et qu'il en faut un grand nombre pour être efficace. Si on ne peut être sûr des effectifs, on sait cependant une chose. Les Anglais d'Arundel sont nettement plus nombreux que les Français selon les diverses sources. Il existe 2 versions de la position anglaise d'Arundel lorsqu'il arrive. Celle historique, dans la vallée d'Arundel, celle que nous voyons actuellement, une autre, un peu plus à l'est, devant la porte de Gerberoy, la porte de Notre-Dame, en 1435. Néanmoins, ce que ne savent pas les Anglais, c'est qu'il existe une poterne plus à l'ouest, probablement bien cachée, derrière les feuillages dont l'Aïr va faire en sorte de débroussailler discrètement la sortie. C'est celle que nous voyons encore aujourd'hui. La porte Saint-Jean, peut-être, n'existait pas à l'époque, mais elle était bien présente dès le XVIIe siècle, comme on le montre la carte de Cassini à l'écran. Il faut noter aussi, c'est qu'il y avait un donjon rectangulaire qui se trouvait à côté de l'église actuelle, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Selon Monstrelet, Arundel envoie entre 60 et une centaine d'hommes devant une barrière, en général une porte ou un système défensif dont l'idée était de bloquer une éventuelle contre-offensive ou une sortie des défenseurs. Mais ce qui est étonnant, c'est que les chroniqueurs ne font en aucun cas mention d'une éventuelle reconnaissance des lieux par Arundel avant de venir à Gerberoy. Arundel était-il trop sûr de lui? Difficile à dire. Mais ce qui est certain, c'est que l'Aïr et Xaintrailles, eux, n'ont pas hésité à envoyer une vieille dame pour aller voir. On va y revenir, c'est assez amusant. Et selon Monstrelet, Arundel n'est pas au courant de la présence de l'Aïr et Xaintrailles, ce qui pourrait expliquer ce manque de prudence éventuel. Le récit de Monstrelet se concentre sur l'unité de lieu de la bataille. Quand il écrit que les Anglais se placent près de la barrière du dit Châtel, il désigne le point de contact stratégique. Il est donc probable que l'une des 2 portes de la ville, par exemple la porte Saint-Jean, si elle faisait face à l'arrivée des Anglais depuis Gournay, ait été condamnée ou lourdement barricadée. À 8 heures du matin, Arundel n'a pas encore assez d'hommes pour surveiller tous les accès et assiéger entièrement la ville. La probabilité qu'il n'existe qu'une seule porte active dans l'enceinte de la ville est faible. L'une donnait accès à Beauvais et l'autre permettait un accès à Gournay. Et si on regarde le plan de 1768, on voit nettement le renfoncement plat de l'enceinte extérieure typique d'une entrée de porte. Monstrelet exprime bien près de la barrière du dit Châtel et non de la ville. La porte la plus proche est bien celle de Saint-Jean. Les noms de la porte Saint-Jean et Notre-Dame sont typiques des noms de portes données proches d'un lieu, en l'occurrence la chapelle Saint-Jean et de l'église principale Notre-Dame. Rappelons aussi qu'Arundel possède des armes de siège. Il serait donc logique de s'attaquer à la forteresse directement et sur une partie plus facile à mettre en place.
Et il faut admettre, l'accès à Notre-Dame, à la porte Notre-Dame, est complexe, car la pente est rude et ferme, facile à défendre, tandis qu'il existe un beau plateau dans cette partie que nous voyons ici, parfait pour des armes de siège. Autre point important, selon Monstrelet, il indique l'emplacement de l'avant-garde dans des haies. Les haies sont importantes à l'époque et nettement plus nombreuses qu'aujourd'hui. Les Anglais étaient généralement très adroits pour s'adapter à leur environnement direct, à fort minier. Ils utilisent la rivière, ou plutôt le cours d'eau, pour éviter d'être pris à revers. Ils mettent aussi des branchages et tout ce qu'il faut pour protéger les archers d'une charge de chevaliers. À Azincourt, on le verra, ils se mettent adroitement en haut de plateau, entre deux massifs de bois, forçant les Français à combattre en situation très défavorable. Les exemples sont nombreux. Arundel est un capitaine d'expérience et redoutable. On peut imaginer qu'il va installer son avant-garde avec la protection des haies et des petits cours d'eau présents afin d'éviter une sortie fatale de chevaliers français. Tandis que le petit groupe est donc devant l'une des entrées de la ville, dont le but est de s'assurer de ne pas les laisser sortir, ou du moins de ne pas être pris par surprise. Mais manifestement, il n'a pas tous les éléments en main. Déjà, comme dit précédemment sur Monstrelet, il n'a pas la connaissance du nom des capitaines sur place. Et l'emplacement anciennement signalé comme la vallée d'Arundel entre tout à fait dans la logique des tactiques anglaises, entouré de deux rivières, avec des nombreuses haies dans les champs, légèrement en creux de vallée et en partie sur une légère montée et à proximité de la route menant à Gournay. En pratique, il ne devrait pas craindre une charge de chevalerie. Néanmoins, si Arundel avait choisi de s'établir devant la porte Notre-Dame, ses troupes auraient été contraintes de transiter par Songeon, car on voit mal les troupes d'Arundel faire le tout tour de la forteresse par ce chemin. Un tel itinéraire imposait un détour important, d'autant plus risqué, surtout quand il est encombré d'un charroi en arrière-garde. Une progression nocturne dans la forêt de Caumont aurait alors été inévitable, augmentant le danger d'être trahi par une présence trop visible aux abords de Songeon. De surcroît, un passage par la forêt de Caumont aurait permis d'effectuer des reconnaissances préalables, ce qui ne semble pas avoir été fait. En effet, les hauteurs du bois de Caumont offrent un point de vue suffisant pour évaluer précisément la situation tactique avant d'engager le combat. On pourrait aussi envisager, mais d'une manière totalement aléatoire, que l'avant-garde se mette en bas de la petite colline du bois de Caumont, juste devant le petit cours d'eau dit le Taillé. Mais cela serait surprenant, car se positionner ici, c'est n'avoir aucune échappatoire et surtout à portée d'une éventuelle coulevrine qui semble donc bien présente. Rappelons que si la coulevrine à main a une portée effective de 30 à 50 mètres, la portée d'une coulevrine à roue peut largement dépasser les 200 mètres et atteindre des distances certes imprécises de 400 mètres voire plus. Si Arundel a décidé de se positionner ici, ça aurait été une erreur tactique très importante qui paraît improbable pour un tel capitaine, sauf à avoir des informations très erronées de la situation, à moins, il est vrai, qu'il était contraint de s'y placer lors des derniers combats. Donc, il y a trois possibilités. La première, ici, que nous voyons, l'hypothèse la plus ancienne. La seconde, dans cette partie, mais très improbable, sauf par un mouvement tactique. Et la troisième, qui est tout à fait concevable, mais qui semble se contredire par le récit de Monstrelet, comme nous le verrons un peu plus tard. Et donc, par simplicité, on va rester sur la première hypothèse, qui me semble la plus logique et la plus crédible de mon point de vue. Au début de la vidéo, dans l'introduction, je vous ai évoqué l'histoire de cette vieille dame qui va faire de l'espionnage pour les troupes françaises. En effet, pour éviter la suspicion des Anglais, ils envoient cette vieille dame faire de l'espionnage, faire de la reconnaissance. C'est un endroit paisible. C'est assez amusant. Il faut imaginer la petite grand-mère se balader dans les environs et faire l'espionne. Oh mon Dieu! Les Anglais sont là! Ils sont prêts à attaquer! Elle n'est probablement pas passée dans les camps anglais, mais plutôt par des petits chemins, surplombant la vallée d'Arundel autour de la forêt de Caumont, d'un air détaché. En tout cas, elle va revenir avec des informations importantes.
Ils veulent capturer tous les défenseurs. Ils ont même apporté des cordes de pendaison. Et il leur annonce que les troupes du comte d'Arondel ont apporté un tas de cordes et qu'il veut pendre tous les défenseurs de la cité. Cette nouvelle provoque immédiatement un grondement de colère et d'indignation dans le camp français. La plupart comprennent que c'est bien une lutte à mort et qu'il n'y a pas de marge de manœuvre, de négociation ou de reddition possible, si éventuellement ils y avaient pensé. Yahir, Xaintrailles, qui sont avec d'autres capitaines de renom, comme Rigaud des Fontaines ou Philippe de la Tour, font un conseil de guerre pour la marche à suivre. Plusieurs plans sont discutés, dont se barricader, mais avec une forteresse encore en restauration, ils ne pourront résister bien longtemps, et surtout, ils ne vont pas pouvoir être secourus. Yahir et Xaintrailles vont cependant demander à leurs soldats de rester le plus discret possible dans la fortification, pour éviter de fournir une information vitale à Arondel, le nombre de Français dans la forteresse. Lors du conseil de guerre, ils choisissent d'exploiter la désorganisation de l'armée anglaise, qui arrive au compte-gouttes, et divisent leurs propres forces en 3 groupes. Un petit groupe reste pour garder le fort, permettant éventuellement de protéger les arrières si la situation devenait intenable et lors d'une retraite précipitée. Le gros de l'infanterie, archers et guisarmiers, se préparent à attaquer de front, probablement sous les ordres de Xaintrailles. Et une soixantaine de cavaliers d'élite, sous les ordres de Yahir, se préparent à sortir par un chemin caché, probablement cette petite poterne. L'infanterie française lance alors une sortie vigoureuse par la porte principale pour assaillir le détachement anglais posté devant la barrière. Les Anglais, qui s'attendaient à voir les Français se barricader avec leurs truelles derrière leurs murs, sont pris totalement au dépourvu, à demi sous-pris, selon l'expression du chroniqueur Monstrelet. Cette petite unité de quelques dizaines de combattants est déconfite par cette attaque soudaine. Et cette petite unité, cette avant-garde de l'avant-garde, eh bien se fait malmener. Ils sont soit neutralisés, soit ils sont obligés de s'enfuir. Yahir et ses hommes décident, eux, de sortir le plus couvertement qu'ils purent, selon Monstrelet. Ils utilisent alors soit une poterne dérobée, soit l'autre porte de la ville, qui n'était pas visible des troupes d'Arondel. Et les troupes de Yahir vont tenter de prendre l'ennemi à revers. Ils sont camouflés derrière la végétation encore très dense, et comme nous sommes au mois de mai, les arbres sont déjà en feuilles, parfaits pour se cacher. Et si on voit sur ces images, eh bien, on voit ce petit chemin entre des haies d'arbres. C'est tout à fait idéal, c'est tout à fait parfait pour mener une attaque en toute discrétion. Est-ce que ce chemin existait à l'époque? C'est très probable, puisqu'on voit bien qu'il est très creusé et qu'il est là au moins depuis plusieurs centaines d'années. Mais au même moment, les Français voient au loin une troupe bien plus nombreuse avancer vers Arondel. Sur la route de Gournay, selon Jean Pillet, avec de nombreux chariots au loin. Pour observer la seconde troupe d'Arondel au loin, 2 positions sont possibles. Le premier point d'observation, c'est le donjon aujourd'hui disparu. Depuis ce point, on ne peut apercevoir que les troupes empruntant le chemin de Gournay, situé à côté de l'actuelle vallée d'Arondel. Le donjon était situé sur un éperon rocheux à environ 182 mètres d'altitude, le point culminant autour est sur Gerberoy. Il offrait cependant une excellente visibilité sur la route de Beauvais, axe majeur de l'époque, et aussi sur la route de Gournay, dont l'activité était peut-être moindre. Le deuxième point serait peut-être le clocher de l'église, si celui-ci servait de tour de guet, mais la détection aurait été sans doute trop tardive s'ils avaient pris la route de Songeon. Les soldats n'auraient été visibles qu'à quelques centaines de mètres seulement de Gerberoy, puisqu'ils bifurquent au dernier moment par le moulin de la Chapelle. Yahir, plutôt que d'attaquer Arondel frontalement, préfère d'abord charger l'armée qui arrive au loin, passe discrètement, probablement par ce type de chemin entre les haies, et remonte vers le bois de Caumont, axe qui permet de voir à des kilomètres à la ronde et avance d'une façon très furtive.
Alors qu'il arrive devant la seconde troupe anglaise, La Hire plonge comme un aigle sur les Anglais. Ces mêmes Anglais, eh bien, ils marchent sans méfiance, en formation de route et non en ordre de bataille. En effet, ils sont persuadés que leur avant-garde avait déjà bloqué les Français dans Gerberoy. Et donc c'est le choc. La charge de la cavalerie française les frappe par surprise et les désorganise complètement. Ils se font massacrer, une débandade, la panique totale. Incapables de résister, les Anglais sont mis en déroute et La Hire les pourchasse avec ses hommes sur près de 8 km jusqu'au lieu dit des Épinettes, réalisant un grand carnage et capturant de nombreux fuyards. Une partie, selon Monstrelet, réussit cependant à s'enfuir à Gournay. La Hire was come and he killing us. Cette description confirme qu'il venait bien de la route de Gournay et non d'une autre route. Pendant ce temps, l'infanterie française, probablement commandée par Xaintrailles, composée d'archers de Guisarmier, attaque le camp d'Arundel. Les troupes anglaises se retranchent derrière des haies et des pieux et malgré leur proximité, les Français peinent à forcer l'avant-garde adverse. Isolé de ses renforts, le comte d'Arundel et le reste de son avant-garde se retranchent dans un coin du champ clos où ils avaient établi leur camp. Adossés à des haies et barricadés derrière les pieux aiguisés des penchons, ils parviennent à tenir en respect l'infanterie française de Xaintrailles. Il est alors décidé d'acheminer une couleuvrie, probablement montée sur roue, dont la puissance de feu permet de briser les défenses ennemies. On notera que cette tactique sera employée de manière tout aussi décisive dans leur bataille de Formigny. Arundel pense, à tort, probablement, que les renforts arrivent, mais il ne voit probablement pas ses troupes se faire mettre en pièces par La Hire. Et au deuxième coup de coulevrine, Arundel est gravement blessé au pied. Les pieux et haies qui les protégeaient explosent sous le coup de la coulevrine. C'est à ce moment-là que La Hire revient avec ses prisonniers. Si on suit l'hypothèse de Pillet, évoquant un trajet de 5 à 8 km pour rattraper les derniers fuyards et les passer au fil de l'épée, et lorsque La Hire revient, eh bien ça veut dire probablement 1 heure ou 2 heures après les premiers combats. Car comme dit Pillet, La Hire a dû franchir une distance de 5 à 8 km afin de poursuivre les fuyards, il faut donc au moins 1 heure ou 2 pour revenir. Et tous les deux, ils vont faire le marteau et l'enclume. Et c'est la débâcle. Les Anglais sont submergés. Arundel tentera de se battre jusqu'au bout, mais il est grièvement blessé. En quelques minutes, les troupes d'Arundel sont écrasées, massacrées ou capturées. Outre le comte blessé, plusieurs capitaines tombent aux mains des Français, notamment Richard de Doudeville, Mondo de Montferrat, probablement un Italien, et Retentif, ainsi qu'environ 120 autres combattants. Jette le pénon des godons au cochon. D'autres parviennent parfois, cependant, à s'échapper, selon le chroniqueur Monstrelet. Les Français, vainqueurs éclatants, n'ont perdu qu'une vingtaine ou une trentaine de soldats dans l'affrontement, toujours selon Monstrelet. La défaite est totale pour les Anglais, foudroyés par l'effet de surprise. Les pertes anglaises sont imprécises, mais on peut les évaluer à plusieurs centaines d'hommes, entre 300 et 600, sans compter les prisonniers, qui sont au moins plusieurs centaines. Notons qu'ils sont tous libérés contre rançon. Il ne semble pas avoir eu d'exécution sommaire. Les Français furent très joyeux de cette victoire et une noble aventure selon Monstrelet. Les Français retournent vers Gerberoy, d'après le chroniqueur, ce qui suppose qu'ils sont bien tous sortis et non restés uniquement dans les remparts, sauf la petite garnison qui devait la tenir. Arundel est emmené à Beauvais. Arundel est mal en point. J'espère qu'il va survivre pour la rançon. Il meurt quelque temps après de ses blessures.
Thomas Bazin dira même qu'il refusa par orgueil de se faire soigner. Cependant, on lui a bien coupé une jambe pour tenter de lui sauver la vie. Rien n'y fait. Il meurt quelques semaines plus tard, en pleine agonie. Il est d'abord enterré à Beauvais, puis ramené des années plus tard par son fils en Angleterre où il repose aujourd'hui. Telle est la fin d'Arundel. Cette victoire de Gerberoy, quoique très importante tactiquement, n'aura pas d'impact significatif d'un point de vue stratégique. Néanmoins, la perte d'un des plus grands capitaines anglais du moment est salvateur pour les Français de la région et il va fortement compliquer la situation anglaise en Normandie. On remarquera aussi que les chroniqueurs anglo-bourguignons vont tenter dans leur récit de camoufler la défaite anglaise par des artifices de communication afin de minimiser les faits. On doit admettre qu'ils sont assez coutumiers du fait. Mais ça, c'était surtout de la politique interne. Et afin de rassurer la population anglaise, pour leur faire croire que la conquête de la France n'est qu'une question de temps. La réalité, c'est que la tactique française de la haïr exintraille fut exemplaire. Quoique tout de même très risqué, mais elle démontre la valeur guerrière de ces deux grands capitaines pendant la guerre de 100 ans. Gerberoy aujourd'hui conserve une partie de ses fortifications. La petite cité ressemble cependant beaucoup à une petite ville normande par ses maisons. Il y a de nombreux restaurants, un joli jardin. C'est une ville touristique en période estivale. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à bientôt.